ça va prendre des sacrifices ça va prendre une implication énorme pour changer les choses. Donc, peut-être de sortir de notre zone de confort va être nécessaire à ce point-ci dans l'histoire. Et je trouve, ce qui est le fun de regarder tout le passé, l'historique de l'humanité, c'est que ça a pris beaucoup d'efforts pour changer les choses, mais au moins on a comme des exemples dans l'histoire où en se mettant ensemble, on a été capable de surmonter les injustices. Et il faut s'inspirer de ça. Un autre épisode du Balado Conscient, je suis à Montréal avec Anthony Garoufalis-Auger, qui est en fait un collègue à moi parce qu'on travaille ensemble sur un projet qui s'appelle Le Saut. On va tout vous expliquer ça, mais je vais commencer par demander à Anthony de se présenter, de dire un peu qui il est, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Je l'ai invité entre autres parce qu'il fait de sciences politiques, mais aussi, c'est aussi un activiste. Et c'est très important ce rôle dans la société. Donc merci Anthony. Puis peut-être te présenter s'il vous plaît. Merci de m'avoir invité. Oui, donc je suis activiste qui travaille sur les changements climatiques basé à Montréal, mais qui travaille au niveau fédéral et au Québec. Et je peux dire, ça fait peut-être à peu près 7 ans que je milite autour des changements climatiques, l'écologie. J'ai plusieurs rôles à l'université. Quand j'étais étudiant, j'étais impliqué autour des oléoducs, Énergie Est, de faire les liens avec les changements climatiques, et la campagne de désinvestissement du pétrole. Mais après ça, j'ai commencé à travailler plus professionnellement comme activiste, comme organisateur de campagne. J'étais allé faire un séjour à Ottawa, travailler là pour militer pour des politiques vertes au niveau municipal et fédéral avec Écologie Ottawa. Et finalement, je suis retourné à Montréal et j'ai aidé à fonder Extinction Rebellion Québec. Et j'ai passé à peu près 1 an et demi de ma vie à aider avec la planification d'actions directes non violentes et d'essayer de sonner l'alarme sur l'urgence climatique. Donc, la saison 2 porte sur la réalité, sur la manière d'accepter la réalité, comment nous pouvons surmonter le deuil écologique et comment tracer pour soi et pour les autres une voie pour l'avenir. Je demande aux invités leur point de vue sur la notion de réalité. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Oui, donc, ma notion de réalité, comme de manière moi je comprends la réalité et que la réalité a été présentée à moi. Et ça explique vraiment pourquoi je suis bien impliqué dans les changements climatiques, plus sur l'Extinction Rebellion. Mais ça a été informé pendant que j'étais à l'université. Il s'était formé par un académique, Damon Matthews. Et la raison, c'est parce que je m'ai impliqué dans le groupe de désinvestissement. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait des étudiants en maîtrise qui faisaient leur maîtrise avec Damon Matthews. Et Damon Matthews était un spécialiste d'un concept qui s'appelle le budget de carbone. Le budget de carbone, c'est juste le montant d'émissions de CO2 qui reste avant qu'on dépasse une certaine température. Donc, en 2018, on avait à peu près 420 milliards de tonnes à émettre avant qu'on va à 1,5 degré, qui est complètement catastrophique, là, on comprend. Mais avec cette notion-là, ce que j'ai su comprendre, c'est qu'il fallait agir beaucoup plus rapidement sur les changements climatiques. Et pour vous donner une idée, on émet en ce moment à peu près 40 milliards de tonnes. Donc, en moins de 10 ans, on va avoir dépassé le budget de carbone pour 1,5 degré. Maintenant, c'est à peu près 7 années. Donc, avec ce concept-là, et en regardant la science et en me faisant présenter la science, j'étais vraiment alarmé. Et ça a eu une influence sur les types de politiques que je demande dans mon activisme. Et aussi ma conception de réalité. Est-ce que je réalise que la plupart des gens autour de moi, la grande majorité, comprennent pas l'urgence, où ce qu'on est avec les changements climatiques. Et qu'il y a une complète déconnexion avec la réalité qu'on voit dans notre culture de masse et dans les nouvelles, qui n'est pas vraiment une réalité, une réalité construite, et ce que la science nous dit est la réalité. Et qu'on s'en va vraiment vers la catastrophe. Le professeur de sciences politiques, Thomas Homer Dixon.
Les crises mondiales actuelles ont toutes des sources communes, des convictions et des valeurs qui sont trop égocentriques, des systèmes politiques qui sont trop confinés, des économies trop rapaces et des technologies trop sales pour une petite planète surpeuplée aux ressources en diminution et aux systèmes naturels en voie d'effritement. Je dirais ce que j'ai aussi compris en pensant à ça, puis à réfléchir pourquoi que les autres gens sont pas informés, c'est que la réalité est construite par beaucoup de gens, pour beaucoup de gens, et qu'il y a des intérêts dans la société qui ont intérêt à construire une réalité où les gens y pensent pas de qu'est-ce qui se passe avec l'écologie, avec les changements climatiques. Et qu'on le sait, les compagnies pétrolières ont dépensé des milliards de dollars pour mal informer le public, pour causer des doutes sur les changements climatiques, mais d'autres industries aussi. Ça fait qu'on est vraiment... Il reste qu'une grande partie de la population ne savent pas qu'on est dans une urgence. Et ça guide beaucoup le travail qu'on fait, puis ça guide pourquoi je suis rentré dans Extinction Rebellion et pourquoi on a fait la désobéissance civile. Et c'était parce qu'on voyait que c'était une des opportunités, les meilleures opportunités à sonner l'alarme et d'avoir une plateforme dans les médias pour parler de la vitesse de la transition qui était nécessaire et qui est encore nécessaire. L'historien Yuval Harari. Si vous pensez à une religion, à un système économique, un système politique, à la base, vous trouverez une histoire fictive sur Dieu, sur l'argent, sur le droit de l'homme, sur une nation. Toutes ces choses sont des histoires fictives. Elles ne sont pas une réalité biologique, mais une fiction très puissante, convaincante et bénigne qui nous aide à organiser nos systèmes politiques et juridiques dans le monde moderne. Une des citations que j'utilise dans l'émission, c'est Yuval Harari qui parle de fiction. Et donc, je pense que ce qu'il dit, c'est qu'on a créé des fictions pour se faire croire que le monde était durable, quand il n'est pas du tout durable la façon qu'on vit en ce moment. Ça serait relativement facile de vivre d'une façon durable sur la planète Terre. Il y a abondamment de ressources, mais la façon dont on vit, et on est en déni. On pourrait le voir, on choisit de ne pas le voir, la majorité des gens. Ouais. Et aussi, des fois, on décide de ne pas le voir, mais en même temps, on n'a pas des signaux clairs du gouvernement et même des médias qu'on est dans une urgence. C'est que la communication qui sort des médias et du gouvernement nous démontre pas les étapes qu'on a besoin de prendre dans notre quotidien pour limiter le réchauffement puis avoir une véritable transition écologique. Donc, je pense qu'il y a une partie qui est l'ignorance, mais l'autre partie, je pense, c'est juste une manque d'information et d'inspiration. L'inspiration, je pense, c'est plus le rôle des histoires, mais aussi l'information de nos leaders. Et ça manque vraiment désespérément. Là, en ce moment, je pense à peu près, c'est une grande partie des Canadiens, mais je pense à peu près 45% sont ce qu'on considère climate illiterate. Donc, ils ne seraient pas capables de nommer une principale source de gaz à effet de serre, qui ne comprennent pas vraiment comment le changement climatique marche. La plupart des gens savent que c'est causé par des humains, mais les sources, c'est encore beaucoup de gens qui ne savent même pas. Donc, il y a de l'éducation à faire, de la sensibilisation. Je parle aussi de la notion du deuil écologique dans mon émission parce que je l'ai vécu moi-même, mais c'est pas tout le monde qui le vit. Toi-même, est-ce que c'est quelque chose que tu as une expérience de deuil écologique? Je dirais que ça me frustre plus que d'autres choses. Et ça fait longtemps. Ça fait, je dirais, j'ai vu le film Inconvenient Truth quand j'étais en secondaire.
Et ça m'a vraiment fait paniquer dans le temps. Mais je dirais pas, j'ai jamais vraiment eu deuil autour des écologiques. J'ai eu plus de la colère. Et je pense que ça vient peut-être à cause que j'étais inspiré ou de vraiment me mettre en colère si j'ai vu une injustice. Et la manière dont j'ai toujours presque vu les changements climatiques, c'était comme une injustice. Donc, c'est plus la colère qui me guide que le deuil. Mais c'est sûr, c'est quelque chose de difficile, là, comme à penser tout qu'est-ce qu'on cause déjà et qu'est-ce qui déjà est les choses qu'on peut rien changer. Est-ce qu'on sait que le réchauffement va continuer même si on arrête les émissions à un certain point? Donc, on appelle locked-in warming. Donc, ouais, ça peut rendre triste, mais je dirais pas que ça. Je dirais que c'est plus la colère, ouais. Colère, mais une colère qui mène à l'action aussi, parce que. Ouais. La colère, c'est dangereux comme émotion, parce que tu peux être facilement manipulé avec la colère. Mais j'essaie le plus possible de m'informer pour que mes actions soient très réfléchies. Mais ouais, à ce point-ci, c'est l'émotion qui me guide le plus. Le professeur de philosophie Todd Dufresne. Nous sommes tous terrorisés par la réalité. Pour attirer l'attention de certaines personnes, il faut un incendie, un glissement de terrain ou un ouragan. Je crains en fait que pour attirer l'attention, il faille une mort ou une extinction de masse. Ceux qui survivent à de telles expériences auront une appréciation renouvelée de la nature, du monde extérieur et de la nécessité du collectivisme face à une extinction massive. Il y a de l'espoir dans tout cela, même si je l'admets, l'espoir est enrobé de laideur. Ben, mon expérience avec toi jusqu'à date, c'est que tu es assez calme et très actif et très stratégique aussi dans la façon que tu utilises ton temps et tes énergies pour avoir le plus d'impact possible, parce que l'urgence fait en sorte qu'il faut agir de façon stratégique. Et peut-être que ça peut mener aussi le travail qu'on fait ensemble, un projet qui s'appelle en français le SAUT, Leadership sectoriel sur l'urgence pour la transition écologique. C'est ça le nom en français. En anglais, c'est SCALE, Sectoral Climate Arts Leadership for the Emergency. Et je vais juste expliquer aux auditeurs d'où vient ce projet-là, puis je sais que tu en fais partie, tu pourrais rajouter. Moi, c'est une de tes collègues, Anjali Appadurai, qui m'a contacté quand j'étais à Vancouver, qui m'a dit « je travaille avec Seth Klein, qui a écrit le livre A Good War », et que Seth Klein et d'autres aimeraient que le secteur des arts et de la culture contribue un peu plus, beaucoup plus même, à l'urgence climatique. Est-ce qu'on serait volontiers à travailler avec eux? Puis on a dit oui. Et toi et d'autres, on fait partie d'une équipe où on essaye de réunir et de catalyser, si on veut, le secteur, qui déjà en fait beaucoup, mais qui peut en faire plus et qui manque peut-être de coordination. Donc, toi, ton rôle, c'est quoi au sein de le SAUT? Avec le SAUT, j'aide avec contacter les groupes au Québec, mais aussi j'essaie d'aider à lancer le groupe de travail sur l'action. Donc, en ce moment, c'est vraiment d'approcher des gens et de les inviter à participer dans les activités du groupe. Mais parlons d'art et de culture. Toi-même, tu disais tout à l'heure que tu aurais aimé être un artiste. J'aurais voulu être un artiste. oui, vraiment. C'est ça que je pensais que j'allais faire, que j'allais être réalisateur et scénariste de films. Mais jamais trop tard. Je sais, c'est drôle parce que je m'ai dit que un jour, quand j'avais terminé l'université, Donc, mon premier choix, c'était d'être cinéaste en université, mais j'ai finalement
j'étais pas accepté à l'université où j'ai appliqué. J'aurais dû peut-être appliquer à plus d'universités, mais j'étais accepté en sciences politiques. Et donc, j'ai décidé de me rentrer en sciences politiques, mais je m'ai toujours dit que quand j'ai terminé mes études, j'allais peut-être écrire un film. Et maintenant, comme des années plus tard, j'ai finalement fini mes études. J'ai fait ça vraiment à temps partiel pendant longtemps. Et maintenant, ouais, peut-être c'est un projet que je vais entreprendre, mais en ce moment, vraiment, je me focus sur l'activisme. Donc, mais il y a peut-être moyen de mettre les deux ensemble. Il y en a plein qui le font, donc tu pourrais le faire. Mais peut-être tu me parlais de comment tu vois le rôle des arts et de la culture dans le cadre d'un projet d'activiste comme on le fait en ce moment avec le SO. Il y a différentes manières pour l'art et culture de s'impliquer dans la transition écologique. Et peut-être comme on travaille comme activiste dans le passé, avec organiser des manifestations, participer dans des actions directes, et même les événements qu'on fait, il y a toujours un élément artistique. Et c'est ça ça fait que de manifester, c'est tolérable. Sinon, ça c'est un peu trop. Mais des fois, c'est nécessaire que ça soit sombre ou qu'il y ait comme un look un peu sérieux. Mais si tu veux attirer le plus de gens possible, il faut qu'on s'amuse. Et c'est vraiment les manifestations où j'ai vu que les gens ont vraiment aimé ont eu du fun. C'est sûr qui amènent le plus de gens. C'est sûr qu'ils demandent aux gens d'être créatifs, de créer des pancartes, où ce que les artistes sont impliqués dans la manifestation. Je sais qu'à New York, avec le People's Climate March, qui était la plus grande manifestation au monde autour des changements climatiques, il y avait des centaines d'artistes qui ont été impliqués dès le début. Et c'était très beau. Et ça inspire beaucoup de gens à continuer à participer. Mais même à nos événements, d'avoir des musiciens, etc., c'est juste que ça crée une culture au sein du mouvement qui fait que les gens aiment ça appartenir à ce mouvement-là. Ils vont continuer. Donc, ça, c'est un des rôles que je trouve que l'art joue, la culture joue au sein juste de l'activisme. Mais en termes de la transition écologique, la société plus large, je vois un rôle pour l'art et culture dans deux différents aspects. Un, c'est que on a besoin de mobiliser la population. Et en ce moment, ce qu'on a besoin, à cause qu'on a très peu de temps pour arrêter le réchauffement planétaire à moins de 2 degrés, c'est qu'il faut une mobilisation de masse de la société et de l'économie. Et ces mobilisations, dans le passé, on peut penser à la Deuxième Guerre mondiale, mais ça prend l'effort de toute la société. Ça prend que le gouvernement et la société, mais comme appel à la société de se mobiliser et d'entreprendre des changements dans leur comportement pour adresser une urgence. Et c'est vraiment pas une approche incrémentale. Et moi, en ce moment, on est dans une approche incrémentale avec les changements climatiques. Même au Canada, on n'a pas encore été capable de réduire nos émissions dans les derniers 6 ans. Mais donc, il y a cet aspect-là de la mobilisation qu'il y a un rôle pour l'art et culture à jouer, à inspirer les gens à faire des changements de comportement dans cette mobilisation-là. Donc, pour des changements de comportement, je dirais, rapides. Et donc, ça, c'est la mobilisation. Mais il y a une autre... et ça, on l'a vu aussi, je t'avais mentionné, dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça que le gouvernement a fait. Ils ont créé ce qu'ils appelaient le Wartime Information Board, qui était une agence centrale qui était contrôlée par le cabinet fédéral, qui avait comme objectif de mobiliser toute la population et de travailler avec des artistes, avec des créatifs, des designers, pour créer des informations et des histoires, des mini-documentaires pour mobiliser la population. Et c'était l'ancienne tête du ONF, l'Office national du film, qui était à la tête de cette institution-là. Donc,
on a un exemple dans le passé au Canada d'une manière où on était capable d'utiliser l'agriculture pour faire une transformation rapide de l'économie de la société. Donc ça, c'est le premier aspect de la transition écologique et je pense qu'il est nécessaire à court terme. Le professeur de droit, Shalanda Baker. Allons-nous revoir la conception des systèmes pour reproduire les structures actuelles de pouvoir et de contrôle ou allons-nous réimaginer nos systèmes au profit de ceux qui sont si souvent laissés de côté dans les discussions sur la conception de ces systèmes? Mais après ça, notre problème à long terme, c'est qu'on a une culture de masse en ce moment qui est axée sur la consommation de masse et la surconsommation, l'exploitation de la nature pour alimenter nos désirs, on a une obsession avec la richesse dans la société occidentaux. Et ça, c'est une problématique parce qu'on sait que la surconsommation des pays affluents, les pays de l'Occident, c'est l'une des principales causes des émissions de gaz à effet de serre. Il y a des rapports qui démontrent ça clairement. C'est que le 10% de la population mondiale est responsable pour à peu près la moitié des émissions de gaz à effet de serre à cause de notre mode de vie, notre consommation. Quand tu regardes les GES basés sur la consommation. Et donc, c'est vraiment... et il y a une culture qui fait qui soutient la surconsommation. Et c'est une culture qui a été créée pendant plus que 100 ans, depuis le début de l'industrialisation, mais vraiment, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a vraiment allé en surcharge avec la consommation puis l'obsession avec la croissance, mais la croissance qui est basée sur l'augmentation de la consommation. Et il faut une contre-culture qui va faire qui va inspirer les gens à moins consommer et de raconter des histoires de comment se prendre, mais pour qu'on crée une culture et qu'à long terme, on soit capable de vivre à l'intérieur de la capacité de la planète de se régénérer. Et c'est vraiment la culture et l'art qui va faire qu'on va entreprendre ces comportements-là. Sinon, ça peut être, il y a d'autres moyens, là, plus, je dirais, draconienne de le faire. Mais il faut qu'il y ait une culture dominante qui fasse compétition avec la culture de masse. La culture de masse doit être absolue éventuellement. Que plusieurs partagent, mais on est en train de voir comment est-ce qu'on fait ça à court et à long terme, parce que à court terme, la transformation est possible, l'éveil du public, etc. Mais ensuite, en parallèle, il faut avoir une vision à long terme. C'est mettre beaucoup de responsabilités sur le dos des artistes. Mais en quelque part, on est tous artistes. On parle pas juste des artistes professionnels, mais ceux qui ont la capacité de changer leur environnement, d'imaginer un monde meilleur. Donc, dans le sens-là, je suis d'accord avec toi que cela est non seulement nécessaire, mais possible. Est-ce que tu le vois, toi, ce qui est souhaitable, ce qui est faisable? C'est une question difficile, mais je te lance ça. Je vois ce qui est souhaitable. Et il y a beaucoup de gens qui commencent à faire des changements de comportement qui vont dans la direction qu'on a besoin d'aller. Et je sais que au Québec, au moins, il y a une volonté de faire un virage écologique. Et je parle de la population. Peut-être pas du gouvernement, mais de la population. Les gens commencent à réduire leur consommation de viande, à peut-être
à conduire moins, prendre plus de vélo. Mais le gros enjeu, c'est qu'il y a des politiques structurantes qui fait que individuellement, on peut pas complètement réduire notre empreinte carbone ou notre empreinte écologique. Je crois que c'est à peu près la majorité là, de nos émissions, de notre empreinte carbone. C'est des choses que nous, individuellement, on peut pas changer. Donc, c'est les politiques structurantes qui vont le faire. Donc, là, tu sais, le transport en commun, par exemple, ou faire que les produits végétaux sont plus disponibles. Donc, oui, je vois qu'il y a des choses qui se passent à petite échelle qui doivent être élargies, à une grande échelle, mais ça va prendre des politiques structurantes pour s'y rendre. Mm-hmm. Ben, notre collègue dans le projet Le Sceau, Kendra Fanconi, parle de 20%, 80%. C'est-à-dire les efforts qu'on met à changer le comportement, on devrait mettre 20% dans nos efforts personnels, parce que c'est important de recycler tout ça, mais 80% pour changer les systèmes autour de nous. Parce que c'est, comme tu dis, c'est les lois, c'est la culture générale qu'il faut changer, et pas juste le comportement personnel. Parce que si on se prive à 100%, d'une part, on ne sera pas heureux, et d'autre part, on n'aura pas l'effet souhaité. Il faut prendre une responsabilité personnelle, mais aussi s'engager au niveau de la société pour changer fondamentalement les systèmes qui ne fonctionnent pas. Le professeur de politique publique Eric Beinhocker. L'humanité est dans une course entre deux points de bascule. Le premier est celui où les écosystèmes de la Terre et de la vie qu'ils contiennent basculent dans un effondrement irréversible dû au changement climatique. Le second est lorsque la lutte pour l'action climatique passe d'un statut de préoccupation politique parmi tant d'autres à celui de mouvement social de masse. La question existentielle est la suivante. Quel point de bascule atteindrons-nous en premier? Oui, mais j'ai jamais entendu le 20-80, mais j'aime vraiment ça. C'est une bonne manière de le dire. Mais oui, donc je dirais il y a en anglais on dit false dichotomy, mais on veut pas. Il y a pas vraiment. On veut pas rentrer dans le false dichotomy de la responsabilité individuelle et de la société. On est dans un système complexe et l'un influence l'autre. Donc, c'est important de faire les deux, mais je suis d'accord qu'en termes on est tellement dans une urgence en ce moment qu'on devait mettre la plupart de notre effort et la grande majorité de notre effort à essayer de pousser pour des politiques structurantes. Parce que en ce moment, c'est des choses qui sont à l'extérieur de notre contrôle, comme le développement du pétrole, l'élevage de bétail, et qui sont les principales sources d'émissions en ce moment au Canada. Il faut des politiques pour s'y attaquer. Ben, justement, on est le 15 juin aujourd'hui. Aujourd'hui, il vient de paraître un article par un autre de nos collègues au Sceau, David Maggs, qui est seulement en anglais pour l'instant, mais je pense qu'il va être traduit un jour, qui s'appelle Art and the World and This Other World, ou quelque chose comme ça. C'est la fondation Metcalfe qui l'a publié. Puis, il y a des théoriciens comme David, qui est aussi un activiste, mais qui réfléchissent à
aux enjeux esthétiques et aux enjeux culturels. Comment on fait pour aller d'une étape du status quo d'aujourd'hui à la transformation qui est nécessaire? Puis c'est possible. Il faut changer notre façon. Il faut tout changer, puis en même temps avoir une continuité. Parce que la continuité, par exemple, les peuples autochtones, ils comprennent comment vivre sur la planète. Ils ont compris depuis longtemps comment vivre sur la planète. Nous, on s'est égaré un peu, je pense. Mais on est tous humains. On est tous capables de comprendre les limites. Chacun, on vit dans des limites quand même, mais on a débordé. Il faut ramener, je pense, le débordement, puis repenser les systèmes pour plusieurs générations. Il faut se dire que la période des dernières 50, 60 années ont été excessives, extrêmement excessives. Et pour le futur, s'il va y avoir un futur, il faut que le futur soit beaucoup plus mesuré, mais il peut être meilleur. Meilleur dans le sens de plus égal, plus respectueux, plus harmonieux avec la nature. Puis je ne parle pas harmonieux avec la nature là, d'une façon légère. Je parle profondément ancré dans qui on est. On fait partie de la nature. Toute cette dichotomie avec la nature est problématique. Donc, il faut, sans paniquer, la notion d'urgence me semble importante, puis le rôle de la culture me semble fondamental. Oui, et juste ce point-là ça me souvenir, mais de la vision positive qu'on peut avoir une futur positif et que plus équitable, c'est vrai, mais il faudrait s'attaquer en même temps à l'autre crise qui est la crise des inégalités. Et la crise des inégalités s'accentue à chaque année et c'est de plus en plus de pouvoir est concentré dans une petite minorité de gens et ces gens-là ont les plus grosses empreintes carbone ou ont le plus gros pouvoir économique. Et si on ne s'attaque pas à ça, ce futur plus équitable je crois pas va être atteignable. Et probablement, on va pas être capable aussi de véritablement lutter contre les changements climatiques à cause qu'on ne s'est pas attaqué au pouvoir économique d'une certaine élite pollueur, le terme qui est utilisé maintenant dans le monde académique, mais cette élite pollueur a trop de pouvoir en ce moment. Donc, il faut adresser les deux en même temps, mais je trouve que le mouvement climatique commence à tisser ces liens-là. Il y a plusieurs livres, incluant, je trouve l'encyclique du pape est un des meilleurs livres écrits sur le sujet des inégalités et du changement climatique, mais il y a plusieurs textes qui sont inspirants sur ce sujet. Quel livre? L'encyclique sur les changements climatiques et l'écologie. Le changement climatique et les inégalités du pape François. Mais eux, ce qu'ils ont, c'est de l'argent. Ils ont la capacité de payer des lobbyistes. Ils ont la capacité d'influencer et d'acheter de l'espace médiatique. Des fois, ils contrôlent les médias. Donc, ils ont beaucoup de ressources. Et une grande partie de ces ressources-là, par exemple, par les compagnies pétrolières, ça a été créé par l'exploitation du pétrole et en aidant à créer les changements climatiques. Mais c'est ça qu'ils ont. Ils ont beaucoup d'argent et beaucoup de ressources, mais ce que nous, on a beaucoup de gens. Et qu'il y a une grande majorité des Canadiens, des Québécois, qui veulent une vraie action sur les changements climatiques. Et il y en a qui ne savent pas exactement de quoi ça va avoir l'air, mais il y a une volonté là. Et il faut s'organiser pour sortir les gens et de créer une force incontournable qui va être un contrepoids contre les pouvoirs économiques de ces industries-là, qui ont un intérêt à pas changer. Puis on le sait, il y a une dépense des millions de dollars à bloquer de l'action climatique chaque année. On a vu ça avec la loi de l'évaluation environnementale, que 80% du lobbying a été fait par l'industrie pétrolière il y a à peu près 2 ans, le lobbying au Sénat. Donc, ils ont un pouvoir disproportionné, puis il faut qu'on s'organise pour être capable d'être le contre-pouvoir et d'utiliser les institutions qui existent déjà, qui travaillent dans l'intérêt du public. Donc, de prendre contrôle de notre démocratie.
La militante Greta Thunberg. Pour moi, l'espoir, c'est le sentiment qui me permet de continuer, même si toutes les chances sont contre nous. Pour moi, l'espoir vient de l'action et pas seulement des mots. Pour moi, l'espoir, c'est le fait de dire les choses telles qu'elles sont. Non à la violence dans la rue. Non à la violence dans la rue. Non à la violence sur les lieux de travail. Non à la violence sur les lieux de travail. Dans les années 80, moi j'imaginais que l'Union soviétique tomberait jamais. Ça semblait une force incontournable. Et en 89, c'est changé. Donc il y a des choses qui nous semblent impossibles maintenant, qui deviennent possibles avec la volonté du peuple et avec peut-être une accumulation d'efforts. Tu sais, Mais c'est décourageant. C'est pour ça que parce qu'on se sent coincé par le temps, parce qu'il y a des phénomènes physiques incontournables, la science qui nous dit, etc. Ouais, ouais. Et en même temps, il faut aussi ralentir. Une des premières émissions que j'ai fait cette saison, c'est avec une artiste qui s'appelle Hildegard Westerkamp. Elle dit il faut ralentir. Mais comment faire pour ralentir puis accélérer les efforts en même temps? Je pense que c'est possible, mais c'est pas évident. C'est possible. Et je pense que peut-être une gestion de temps, combien de temps qu'on met à comme juste pas être toujours en mode d'urgence. Mais peut-être ça nous amène peut-être où ce qu'on a débuté, mais la réalité. Il y a l'urgence et on veut donc il y a la notion de temps, puis on n'a pas beaucoup de temps. Mais après ça, en même temps, il faut prendre le recul pour vraiment comprendre comment interagir et notre rôle dans cette période de temps, mais aussi de ralentir notre mode de vie. Donc, il y a ça. Mais je crois qu'il y a un peu des étapes logiques, là, de manière logique de regarder le problème. C'est que, OK, on a l'urgence, il nous reste combien de temps? OK, donc, il faut réduire. Si on a juste 7 ans avant qu'on dépasse 1,5 degré, combien de temps, quel effort qu'il faut faire pour éviter ce scénario-là? Et on le sait, c'est un effort monumental. Donc, ce qui est nécessaire, c'est des politiques monumentales en ce moment. OK, bien là, pour s'y rendre, il faut que notre gouvernement agisse. Et après ça, c'est de trouver une stratégie qui prenne en compte toute cette réalité-là et de s'organiser pour le mettre en place. Mais je pense qu'après ça, de se ralentir, c'est dans notre quotidien. C'est de prendre des pauses et d'être certain qu'on prend le temps de se réanimer ou de se réactiver pour être capable de mener le combat à long terme. Mais il faut être réaliste et voir la réalité qu'il nous reste vraiment pas beaucoup de temps. Donc, on peut pas attendre des années. En ce moment, c'est juste ça va prendre des sacrifices et ça va prendre une implication énorme pour changer les choses. Donc, peut-être de sortir de notre zone de confort va être nécessaire à ce point-ci dans l'histoire. Et je trouve, ce qui est le fun de regarder tout le passé, l'historique de l'humanité, c'est que les gens ont vraiment, ça a pris beaucoup d'efforts pour changer les choses, mais au moins on a comme des exemples dans l'histoire où en se mettant ensemble, on a été capable de surmonter les injustices. Et il faut s'inspirer de ça. Il y a aussi des artistes ici au Québec. Je reconnais que Dominique Champagne et d'autres ont parti le pacte il y a 2 années. Il y a eu des efforts importants qui rallient les citoyens, mais il faut en avoir plus, puis il faut en avoir à tous les niveaux. Et c'est ça qui est peut-être difficile d'imaginer parce que les gens sont confortables. On est dans nos habitudes, on est dans nos façons de faire. Mais comme tu dis, pour moi, c'est pas juste une question de sacrifice, c'est une question de vivre le quotidien
qui nous appartient maintenant. Donc, de moins voyager, ça devient une nouvelle norme. On ne peut plus faire ça. On ne peut plus prendre des plastiques puis les jeter aux poubelles. On oublie ça. C'est pas possible. Il faut changer comme ça la façon de vivre et on va s'habituer à une nouvelle vie qui est bonne, qui est pleine de belle nature, qui a beaucoup de partage et de culture. C'est un peu utopique, mais c'est pas si utopique que ça parce qu'on le vit déjà. C'est juste comme je disais tout à l'heure, je sens qu'on s'est perdu. Qu'il faut retrouver, notre collègue Anjali parlait de North Star, tu sais, l'étoile du Nord. Il faut retrouver où est-ce qu'on s'en va. Ouais. puis ensuite, comme tu es activiste, tu es aussi quelqu'un qui travaille en sciences politiques, il faut se retourner vers les experts dans différents domaines, puis écouter leurs conseils. Comme toi, tu dis, il faut agir vite. Parce que c'est ton analyse. On n'a pas de temps à perdre. Il y a des choses qu'on peut changer, qu'on doit changer. On doit le faire ensemble. Le théoricien de la culture, Thomas Berry. Notre défi est de créer un nouveau langage, voire un nouveau sens de ce que c'est que d'être humain. Il s'agit de transcender non seulement les limites nationales, mais l'isolement même de notre espèce, pour accéder à la plus vaste communauté des espèces vivantes. Cela donne un sens complètement nouveau à la réalité et à la valeur. Oui, je crois fortement qu'il y a un rôle essentiel à jouer là-dedans. Il y a un anthropologue que j'aime beaucoup qui est décédé peut-être début des années 2000, je crois, mais Thomas Berry. Et lui, il parlait d'une notion qu'il faut qu'on s'en aille vers un ère ce qu'il appelle le écozoïque. Donc, en ce moment, on dit qu'on est dans l'anthropocène, ou moi j'aime plus c'est le androcapitolocène. Il faut vraiment préciser qui est responsable. Mais que l'humanité, notre grande démarche du 21e siècle, c'est d'aller dans une ère de l'écozoïque. Et donc, c'est une ère où l'humanité vit dans une relation mutuellement bénéficielle avec la nature. Et pour s'y rendre, il faut que nos institutions culturelles et d'éducation jouent le rôle d'amener les valeurs qui sont nécessaires pour faire ça émerger. Il faut que ça soit continu parce que, tu sais, c'est comme être à zéro émission et d'utiliser des carburants. Tu sais, il faut que ça se fasse pour les prochaines centaines et des centaines d'années. C'est vraiment un changement de culture, de profondeur qui va être nécessaire. Il nous faut des nouveaux peut-être des éthiques séculaires pour nous guider dans notre façon de vivre et vivre avec la nature. C'est les histoires et l'art, la culture qui va, je pense, c'est la manière la plus une des seules manières de vraiment inspirer les gens à faire des comportements de vie. Donc, ça a leur rôle spécial. Anthony Garafalis-Auger, est-ce qu'il y a autre chose dont on n'a pas parlé que tu aimerais dire? Je suis sûr qu'il y en a beaucoup, mais je vais laisser ça une autre fois. Ouais. On va se reparler parce qu'on travaille ensemble, puis on va annoncer dans les prochains mois plus de détails sur le projet Le Sceau et d'autres initiatives qui vont donner des opportunités aux artistes de mieux s'impliquer, d'être mieux informés, de trouver des collègues, des collaborateurs, des ressources pour contribuer à changer les choses dont on a discuté aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour notre échange et bonne chance à nous tous. Ouais, on va en avoir besoin. Merci, Claude.